Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Bonnes Ondes et bonne année 2020 bis, oui, cette année c'est 2020 bis, vu comment ça commence. Pour cette première émission de l'année, on retrouve Victor, Clara et Paul. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Bonjour Nino. Alors, allons droit au but. Quelles sont vos résolutions cette année, chacun votre tour? Victor d'abord. Mes résolutions. Ouais, c'est vrai, je me souviens que tu nous l'as demandé sur Messenger et j'ai pas du tout réfléchi depuis. Je pense que c'est me remettre à la course à pied, mais très sérieusement. Parce que Très j'avais. sérieusement, à courir un marathon? C'est en projet, mais pour 2022, pas pour 2021. Et le marathon de Rouen ou Paris, je sais pas. Enfin bref, on verra bien. Mais j'avais un peu abandonné fin novembre et du coup, ouais, c'est me remettre très sérieusement à courir. On a un grand sportif parmi Non, nous. pas grand, mais Clara. non, non. Eh ben moi j'ai arrêté de manger de la viande et c'est grave ma résolution. J'espère que je vais continuer et pas manger de viande parce que en vrai c'est hyper dur. Je suis la seule végétarienne de mes potes, mais c'est sympa, c'est mon engagement et je m'y tiens. Très bien, une végétarienne, une néo-végétarienne parmi nous. Et Paul? Et bah, moi j'ai eu deux engagements. D'abord, j'ai commencé ma collection de la Pléiade. Donc, j'en ai une d'Albert Camus et une de Dumas, Les Trois Mousquetaires. Et je me suis aussi mis au sport. Je cours tous les 2 jours avec des amis. Et pour l'instant, je tiens. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Avant de vous laisser... Et toi, et toi, et toi? Ah, moi, les bonnes résolutions, elles sont pas nombreuses au bataillon, hein. J'espère pouvoir ressortir et surtout ressortir dans les bars, etc. Ça serait une chouette nouvelle déjà dans cette année 2020 bis. Voilà. Mm. Sa résolution à Nino c'est boire. C'est Mais ça. c'est un mec du Nord, quoi. C'est un vrai mec du Nord, genre Le résolution, lien, retrouver la bière. le lien social me manque énormément, sachez-le. Moi aussi. Avant de vous laisser du coup allègrement la parole, je voulais vous parler d'un petit sujet fort sympathique, fort bonzondien, si vous voyez ce que je veux dire. En tant que bobo bien bourgeois qui roule au diesel, j'ai trouvé sur la table en rentrant tout à l'heure le numéro de Télérama en hommage à Jean-Pierre Bacry. Au-delà du fait que j'aimais perdre mon temps à lire gamin les programmations télé dans Télérama, qui sont toutes les mêmes tous les ans, j'ai filé dans ma chambre afin de lire en diagonale le numéro trouvé. Je m'arrête brusquement à la page 6 car je vois le portrait d'un homme avec écrit en noir sur sa main Are We Alone? Je m'interroge, je ne me souvenais pas que Télérama, hebdomadaire pop culture des cinquantenaires parisiens, faisait autant la part belle aux conspirationnistes. Je check alors le chapeau introductif afin de trouver une explication à cette drôlerie, et je m'aperçois qu'il s'agit ni plus ni moins que que de l'ancien directeur du département d'astronomie d'Harvard, Avi Loeb. Vous doutez bien que le personnage n'est pas là pour enfiler des perles, tricoter des moufles ou même noyer le poisson. Il raconte sa journée du 19 octobre 2018, journée tout à fait banale pour vous et moi a priori. Seulement, pour lui, en observant le ciel, il s'est rendu compte qu'un objet étrange venu de l'extérieur du système solaire avait modifié brusquement sa trajectoire. Normalement, selon le principe de Newton, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Cette loi lui permet tout bonnement aux observateurs du ciel de prévoir la trajectoire des comètes, et l'objet en question ne s'est pas comporté comme prévu. Une erreur de calcul? Peu probable. Une accumulation de poussière? Non. Un iceberg d'hydrogène? Encore moins. Ni l'un, ni aucune de ces options n'est possible selon le scientifique qui affirme de manière très sérieuse qu'il s'agirait d'une sonde extraterrestre. Alors que les comètes délivrent du gaz, cet objet nommé Oumuamua, qui signifie éclaireur en hawaïen, n'en délivrait pas. Oumuamua produisait 10 fois plus de lumière qu'une comète classique. Cette découverte de la part d'Avi Loeb suscite bien des critiques de la part de ses congénères. Seulement, l'objet non identifié est sorti du champ d'action des télescopes actuels, et ce n'est qu'avec la prochaine génération de télescopes que Oumuamua livrera tous ses secrets. Sur ces bonnes ondes qui viennent de l'espace, Victor Hounet, quelles sont celles qui viennent de l'espace terrestre? Victor Hounet, il n'y a plus de respect, vraiment. Genre, le respect, il est parti en vacances, quoi. Nino Hounet, les bonnes ondes qui viennent de la Terre, j'avoue que j'ai eu du mal à en trouver, mais
Avant, je voulais quand même souhaiter une bonne année pleine de contenu positif à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire aux 20 personnes qui regardent la chaîne YouTube. Alors oui, effectivement, comme tu l'as si bien dit il y a 2 minutes, qui dit nouvelle année dit nouvelle positive. Et oui, bienvenue en 2021, l'année qui nous fera oublier 2020. Au revoir coronavirus et autres confinements, à jamais les couvre-feux et les masques. Revoilà le soleil qui amène dans ses valises des bars et des festivals. Ah bah non, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai été trop optimiste, promis, je referai plus l'erreur. Et non, même dans une nouvelle année, l'aura de 2020 continue de s'imposer. Fort heureusement, je suis là pour vous remonter le moral. Et oui, dans un temps où rien ne va plus, surtout pour les étudiants et les grands-parents, je m'autoproclame Monsieur Bonheur de la radio en vous délivrant volontiers ces 5 nouvelles positives. Et pour cela, on part en Israël, dans un centre médical. Oui, il y a quelques jours, plus précisément le 13 janvier dernier, un homme a pu bénéficier d'une greffe de cornée artificielle, une première mondiale qui influe une grande vague d'espoir dans le monde scientifique. Monsieur Fourani de Haïfa a ainsi pu lire un texte et reconnaître des proches, situation jugée très émouvante par l'ensemble du personnel hospitalier. L'opération a duré moins d'1 heure et sera prochainement étendue, selon le directeur du centre, à d'autres sites, comme en France ou aux États-Unis, pour l'instant en attente d'approbation. Oula. On reste en France et on va parler mobilisation. Si je vous dis grève de la faim et boulangerie, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête ? Là, normalement, vous êtes censé répondre, ce serait cool. Pas me laisser dans la merde, mais... Grève de la faim et boulangerie. Grève de la faim et boulangerie. Grève de la faim, oui, Besançon. Ah oui, si. Oui, C'est oui. un apprenti étranger qui a fait... Enfin, ou alors le boulanger qui le prenait sous son aile, il a fait une grève de la faim pour qu'il puisse rester. C'est ça, en effet. Un boulanger a en effet entretenu une grève de la faim début janvier pour soutenir son apprenti guinéen menacé d'expulsion. Son acte a été accompagné de plus de 220 000 signatures de soutien sur la pétition. Monsieur Ravaclé, boulanger en Haute-Saône, a ainsi reçu la confirmation de la part de la préfecture jeudi dernier. Là, il va pouvoir rester en France et reprendre le travail. Donc ça, moi je trouve que c'est une nouvelle plutôt positive en ce début d'année. Toujours en France, la littérature va bien en 2020. Et oui, alors que Netflix a explosé ses chiffres d'abonnés lors des 2 confinements, la plateforme n'a pas réussi à écraser toute la concurrence. La preuve par le verbe. Ainsi, du petit libraire au grand éditeur, chacun devrait afficher des chiffres en hausse. Les lecteurs se sont donc rués dans les librairies à la suite des 2 confinements, occasionnant des hausses de visites jusqu'à 40%. Ainsi, la littérature, la bande dessinée et la vie pratique ont représenté la moitié des ventes des librairies en 2020. On part maintenant au soleil, quittons cette grisaille perpétuelle pour se rendre au pays des burritos et des sombreros. Vous l'aurez deviné, je parle bien évidemment de Falampin. Non, Nino, je rigole, prends pas la confiance tout de suite. On va prendre un aller simple plutôt direction le Mexique. Depuis le 1er janvier, le gouvernement mexicain a ainsi décidé d'interdire le glyphosate et le maïs OGM. Ainsi, d'ici 3 ans, il ne sera même plus possible d'en importer dans le pays. Quant au glyphosate, cet herbicide jugé cancérigène selon plusieurs observatoires, il sera interdit en 2024. Greenpeace s'est alors félicité de cette décision en espérant que cela inspirera d'autres pays à prendre cette même mesure. Direction dorénavant le monde des bureaux. Oui, les open space qui sont tant mis à mal depuis le début du confinement font l'objet d'une belle initiative près de Nantes. En effet, des patrons ont fondé l'association Les Bureaux du Cœur. Ces derniers sont partis d'un constat simple, le soir les bureaux continuent d'être partiellement chauffés alors qu'ils sont inoccupés. Ils ont alors décidé d'accueillir progressivement des personnes en situation précaire pour leur offrir un logement quand leurs employés ne sont pas présents. Ainsi, des femmes ayant été obligées de fuir le domicile familial ou encore des personnes sans domicile fixe ont été recueillies dans ces logements chauffés de fortune. Ces personnes peuvent alors profiter pour prendre une douche ou manger un repas chaud. Les patrons espèrent que cette initiative dépassera prochainement les frontières de la Loire-Atlantique. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.bureauducoeur.org. Voilà, c'était tout pour ma nouvelle positive. Merci Victor. Dans un instant, les chroniques de Clara et Paul, mais avant, petit intermède musical avec Tatiana de La Femme. Je veux t'avoir, New York dans le nightclub. Tu t'es rapproché de moi, je ne vais pas oublier le contact de ta peau, ton sourire et ton rire. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser de cristal à déposer là sur la langue. Fais sauter son top en jean, je crève en voyant sa patrie. Maintenant mon cœur bat au rythme des pas de Tatiana. Blouson de cuir vers à la bouche, ce qui fait chaud ce nightclub. Elle se sentait si bien qu'elle me laissa toucher ses seins. Je les prends dans mes mains pour être sûr que je ne rêve pas. Ils sont pas gros mais tellement beaux, c'est les seins de Tatiana.
Je vous souhaite à tous de trouver votre Tatiana et surtout à toi Victor. En attendant, Clara, tu t'es posé une sacrée question pour cette émission. Est-ce que la poésie existe encore ? Eh bien, tout à fait. Parce que moi, quand on m'a annoncé l'émission, on m'a dit qu'il y avait un thème à cette émission. Donc moi, comme j'aime bien être droite dans mes bottes et carrée dans mon travail, j'ai maintenu le thème que personne n'a maintenu, sauf Paul, un peu, mais vite fait. Donc, j'ai d'abord fait des recherches en me demandant est-ce que les gens étaient vraiment frustrés et apeurés par l'orthographe aujourd'hui, et est-ce que la poésie c'était encore aussi populaire que quand moi j'étais dans ma salle de classe en primaire. Eh bah, on a un nombre d'élèves en difficulté face à l'écrit qui grandit chaque année, et les infos et les médias ne font que nous alarmer sur le sujet, si bien qu'un jeune sur 20 ne sait pas lire, et un jeune sur 10 rencontrerait beaucoup de difficultés quant à apprendre l'orthographe et les règles de vocabulaire. C'est une poésie qui a donc bien changé, parce que moi, quand j'apprenais la poésie, c'était en primaire où on nous faisait réciter des poésies perchées sur une estrade ou devant un pupitre, comme un condamné, les mains dans le dos, quoi. Alors si je garde pas des souvenirs très terribles de ça, je pense que ça en a traumatisé plus d'un. Et on remarque aujourd'hui que la poésie, elle a changé de forme, si bien qu'on regrette ou pas la poésie classique de Pierre de Ronsard, et que de plus en plus, on voit se développer de la poésie à travers la vie et de la poésie du quotidien notamment. C'est ce que fait notamment la page Instagram Amour Solitaire, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait une fille qui a décidé de récolter plein de messages d'amoureux, et ça forme toute une prose et toute une poésie du quotidien. C'est une ode à l'amour en fait. Donc moi je trouvais ça pas mal d'en parler. Il y a aussi son jumeau maléfique qui s'appelle le Tèche par texto, moi qui me fait beaucoup plus rire personnellement, mais bon, ça on en discutera plus tard. Bref, pour moi la poésie ça se vit au quotidien et c'est quelque chose qui nous transporte. Ça peut être par exemple une musique, ou alors ça peut être elle peut se trouver dans l'amour ou dans la contemplation de la nature, c'est ce que Paul m'a dit tout à l'heure. Et voilà. La poésie, au-delà d'être un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrite généralement en vers, mais qui admettent aussi la prose, pour moi, c'est simplement l'expression des sentiments, et peu importe le moyen ou la forme. Donc pour finir et pour conclure, la question est de savoir être poète ou ne pas être. Et pour ma part, la réponse semble être celle-ci. Loin des codes de la poésie classique, beaucoup crieront à la porte du lyrique, mais restons sereins, car c'est dans cette nouvelle prose, celle du quotidien, que la poésie se métamorphose. Voilà. Waouh. Bravo. Waouh, Bravo. magnifique. Merci Clara. Merci. Belle chronique. Une poétesse qui aurait pu faire l'investiture de Joe Biden est parmi nous. J'ai une grande question pour vous, mes amis. Dis-nous. Est-ce que selon vous, la poésie existe encore, ou est-ce que celle-ci ne fait que décliner ? Tu nous fais que renvoyer la balle à ta chronique. Tu nous demandes de répondre à fait. ta chronique en J'ai fait. pas compris la question. Victor Le Faut bien Percher. répéter la question. Victor, Stéphanie de Monaco. Victor, on te demande de savoir si la poésie existe encore aujourd'hui. Ah ouais, oui. Bah, surtout chez ce grand romantique de Nino, il te sort des disquettes à longueur de journée, donc pas de doute, la poésie résiste mais encore. ça peut passer par là aussi. T'as dit quoi ? Mais je disais que ça pouvait passer Bah par oui. là aussi. La poésie, c'est les joueurs de flûte Bah oui, c'est ça. modernes, Bah, tu vois. Les c'est Nino disquetteurs, d'Albera, ouais. quoi. C'est le plus grand poète du 21e Moi, je siècle. trouve ça merveilleux. Je sais pas si. Non, je ne me revendiquerai pas de la sorte. Ah ouais ? Par contre, je sais pas si vous avez suivi l'investiture de Joe Biden, et il y a une poétesse qui a fait une belle impression, Magnifique. qui s'appelle Amanda Gorman, et je sais pas si vous avez lu la traduction, ne serait-ce que la traduction de son poème, mais Si. il était bien beau. Mais traduire, c'est trahir. Ah oui, c'est Tout à vrai, fait. tu as certainement raison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul ? Et moi, j'adore la poésie. Surtout quand je suis amoureux. Quand je suis amoureux, j'écris beaucoup et je fais beaucoup de poèmes. Donc voilà, je pense que la poésie a de beaux jours devant elle tant qu'il y aura de l'amour. Et l'amour, rien ne peut le confiner. D'ailleurs, Paul, Pour nos quel est ton... auditeurs, il vient de regarder Clara amoureusement. D'ailleurs, Paul, quel est ton poète préféré ?
Mon poète préféré, c'est Jules Romain pour la vie unanime, parce que avec Jules Romain, l'individu il surmonte son désir de réalisation personnelle et il se fond dans une école philosophique que Jules Romain a créée, et c'est pour ça qu'il a été nommé à l'Académie française, c'est qu'il se fond à l'unanimisme. En fait, c'est un double nous, le nous des cellules personnelles qui le composent, et un nous plus global où il se perd dans le moi de la ville. Donc c'est vraiment ça qui fait que c'est mon poète préféré. Très bien, très bien. Rien compris. Tu as décidé aujourd'hui de nous parler de Gilgamesh. Alors, T'échappes pas si vite, t'as pas un poète préféré toi, Nino? un poète préféré, je dirais celui qui a écrit Enivrez-vous. C'est Baudelaire. Enivrez-vous. Gérard Baudelaire, Depardieu. juste pour ce poème que Ouais, je c'est trouve Baudelaire. magnifique. Enivrez-vous. Ok, Victor. Oh bah. Pas très calé en poésie. J'irais Squeezie avec son dernier album, c'était pas mal. Non, c'est pas ça la réponse. D'accord. horreur. Bah pourquoi pas? Oui, Mais c'est pourquoi C'est de pas la non, poésie non, moderne, eh après oui. tout, Non, honnêtement, je sais Pourquoi pas de Je sais forme contemporaine? J'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé. Il faut pas céder au snobisme du classique permanent. Deuxième lancement du coup. Paul, tu as décidé de nous parler de Gilgamesh. Mais qu'est-ce donc? Parce que je ne sais pas du tout ce que c'était. J'étais obligé d'aller voir sur Internet. Donc j'espère que tu vas nous éclairer. Eh bah ouais, mon Nino Nounet, exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. En 3 minutes chrono, ça va être un petit peu chaud, mais j'ai confiance en vous. Alors bouclez vos ceintures. Je vais lier le transhumanisme et le plus vieux récit découvert à ce jour. Rien n'a été écrit avant. Il est originellement rédigé en cunéiforme dans la langue sumérienne, ceux-là même qui ont inventé l'écriture, rendez-vous compte. Et grâce à cette lumière antique, tout à fait paradoxalement, nous allons éclairer un débat supposément au point du jour. L'épopée de Gilgamesh, racine du transhumanisme moderne. Commençons par désintégrer un mythe tenace. Le transhumanisme n'est pas l'affaire de nos contemporains, c'est le fruit d'une longue évolution, l'aboutissement d'une éternelle révolution anthropologique, d'un processus de renversement initié depuis le fond des âges. L'humanisme, écrivait Joël Autebert, a fait de l'homme la valeur suprême afin de l'émanciper progressivement des divers conditionnements, comme si la seule unité dans l'histoire universelle de l'homme avait été l'émancipation. Si la finalité émancipatrice a un temps été guidée par l'affranchissement des conditionnements sociaux et religieux, #Révolution française, #mai 68, il semble que nous poursuivions aujourd'hui toujours ce but. Mais le nouvel objectif de l'homme est l'émancipation non plus sociale, mais biologique. Et son nouveau moyen est la technique et la médecine. La nouvelle aspiration de l'homme, ça n'est plus d'être libre, bah non, c'est d'être éternel. Elon Musk a de beaux jours devant lui. Mais cette aspiration à l'éternité est une des racines indéfectibles du transhumanisme. Cette racine à l'aspiration à l'éternité puise des nutriments dans les temps immémoriaux de l'ancienne Mésopotamie. Écoutez bien, au XVIIIe siècle avant notre ère. Donc un millénaire avant l'Odyssée d'Homère. Elle s'ancre dans le plus vieux récit humain connu de nos jours, l'épopée de Gilgamesh. Si la religion apporte à l'homme l'espérance surnaturelle de la vie éternelle, l'homme n'aspire lui qu'à l'immortalité terrestre, comme conduit par une sécularisation constante et le besoin d'une jouissance immédiate. C'est par la disparition de son ami puis frère adoptif, Endiku, que Gilgamesh est confronté à la mort personnifiée, Namatar. Et le récit prend alors un tournant décisif, tournant littéraire, parce qu'il passe à la première personne du singulier, mais aussi donnant un but à Gilgamesh, le premier des hommes, vaincre la mort. Comme si depuis le XVIIIe siècle avant notre ère, c'était devenu le seul but de la vie. Et nul ne peut enlever cette idée de la tête de Gilgamesh, pas même le dieu Utanapsiti, qui lui dit « Gilgamesh, pourquoi erres-tu? Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches ?» Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité. La vie, ils l'ont gardée pour eux-mêmes. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli, réjouis-toi jour et nuit, chaque jour fais la fête, danse, chante. Et c'est la première fois, chères bonnes ondes, rendez-vous compte dans l'histoire de l'humanité que l'on relate le principe qui prendra des millénaires à s'imposer sous le nom de Carpe Diem et envahira nos Instagram #YOLO. Merci Gilgamesh. Mais le dieu commet une erreur. Il lui révèle qu'il y a un secret que seuls les dieux possèdent. Il existe une plante épineuse qui donne la vie éternelle. Notre héros, à en rendre jaloux Jacques Mayol et Enzo Mallorca, les apnéistes du Grand Bleu, plongent dans le plus profond des océans et s'en saisit. Mais hélas, alors qu'il l'a transporté en rentrant chez lui,
Un serpent afflaira, la vola, et déjà, il mua. Fichu serpent qui, ici comme des siècles plus tard, dans la Bible, vole à l'homme l'immortalité que seuls les dieux pouvaient lui octroyer. Gilgamesh, résigné, rentre à Uruk, sa ville, et montre à son compagnon de chemin comme la cité est belle et comme ses remparts sont solides. Et c'est là la conclusion de cette épopée et de ma chronique. Face à la mort, il se résigne et accomplit son destin. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la culture et la civilisation sont décrites comme les vraies plantes d'immortalité que nul serpent ne peut ravir. Après ce récit, des milliers suivront toujours. L'homme réalise son souhait d'immortalité en prenant aux dieux un pouvoir qui leur appartient. Pensons aux mythes prométhéens du monde grec. Alors, en 1800 avant notre ère, on avait déjà inventé le transhumanisme, le dépassement de la mort par la biologie. Le désir de vaincre la mort n'est donc pas une nouveauté dans notre histoire, contrairement à ce que beaucoup d'extrémistes et d'intégristes peuvent penser. Mais en 3800 ans de transhumanisme, n'a-t-on pas toujours obtenu la même réponse ? La culture n'est-elle pas la seule postérité ? Vous avez 4 heures, ou plutôt 3800 ans. Wow. Bravo, Dommage que merci. t'aies pas fait un drop the mic à la fin parce que là, la conclusion, elle était magnifique. De ouf. Merci. Et j'ai été passionné par ce sujet. J'avais vraiment envie de le partager un jour ou l'autre avec vous. Et j'ai vraiment l'ambition de penser que les juristes sont aussi des littéraires. Et donc je suis certain que les auditeurs vont pouvoir apprécier le mythe de Gilgamesh et le découvrir. Mais pour moi, les Je vous enjoins juristes à sont le des lire. littéraires à la base. Hein, ils sont pas... Exactement. Pourtant, d'autres se chagrinent à dire que les scientifiques sont les meilleurs endroits parce que plus pragmatiques. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Exactement. Eh bien, on vous laisse du coup avec cette conclusion philosophique sur Gilgamesh. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci Victor Hounet pour ces nouvelles terrestres. Merci Clara pour cette réflexion sur la poésie. Et merci Popol pour cet éclaircissement sur Gilgamesh. Le respect est vraiment confiné. Hein. Vraiment, il est parti. On n'oublie pas de remercier Kéliane pour la communication des bonnes ondes. Il fait un travail formidable et c'est important de le rappeler. Et Tiffen pour les travaux. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt sur les bonnes ondes. Ciao, ciao. À bientôt, salut. Tchuss. Au revoir.